Moussa descendit du bus avec un simple sac à dos et des vêtements sales, comme un homme sans domicile. Cela faisait 18 ans qu'il n'avait plus remis les pieds à Abidjan. Personne ne l'attendait. Personne ne savait qu'il était devenu milliardaire. Il était revenu incognito, pour une raison simple, tester sa famille. Moussa se tenait devant la maison de sa mère, le cœur battant. Il frappa à la porte, hésitant. Sa mère ouvrit à peine, le regard dur. « Moussa ? C'est toi ? Qu'est-ce que tu veux encore ?» lança-t-elle, sans un sourire. Elle ne l'avait pas vu depuis 18 ans, mais aucune joie ne traversa son visage. Moussa baissa les yeux, espérant un accueil plus chaleureux. Rien. Les tantes, assises dans la cour, murmurèrent entre elles. « Regardez-le, il ressemble à un clochard », chuchota l'une. Les cousins, qui jouaient près de la maison, éclatèrent de rire. « C'est Moussa, le raté », cria l'un d'eux. Personne ne lui proposa d'entrer tout de suite. Après un long silence gêné, sa mère soupira et lui fit signe d'avancer. « Entre, mais ne salis rien », dit-elle froidement. Dans la maison, l'atmosphère était lourde. Les regards étaient pleins de mépris. Moussa, fatigué par son voyage, demanda un verre d'eau. Sa tante fit une grimace. « Va te servir toi-même, on n'est pas tes serviteurs », répondit-elle. Aucun cousin ne se leva pour l'aider. On ne lui offrit ni chaise, ni nourriture, ni même un coin confortable pour se reposer. À la nuit tombée, sa mère lui tendit une natte usée, pleine de trop. « Dors là, près des toilettes », dit-elle, sans un mot de réconfort. Moussa s'installa dans un coin sombre de la cour, sur le sol dur. L'odeur des latrines flottait autour de lui. La natte était si fine qu'il sentait chaque caillou sous son dos. Il entendait les rires des cousins à l'intérieur, leurs discussions animées, leurs plaisanteries sur son apparence. « L'île a toujours été un fardeau », dit une tante. « Pourquoi il revient maintenant ? Il veut qu'on le nourrisse », ajouta un autre. Moussa ne répondit pas. Il garda le silence, observant chaque détail. Il avait grandi dans cette maison, mais elle ne lui semblait plus familière. Les souvenirs d'enfance, où il jouait avec ses cousins, semblaient si lointains. À l'époque, il était déjà le garçon qu'on ignorait, qu'on critiquait. Aujourd'hui, rien n'avait changé. Il était un étranger dans sa propre famille. Allongé sur sa natte, il fixait les étoiles. La douleur dans son cœur était plus lourde que la fatigue de son corps. Il se demandait pourquoi sa famille le traitait ainsi. Était-ce à cause de ses vêtements usés? De son absence pendant toutes ces années? Ou était-ce plus profond, une blessure ancienne qui n'avait jamais guéri? Malgré tout, Moussa ne se plaignit pas. Il savait pourquoi il était là. Ce n'était pas pour mendier de l'amour ou de l'attention. Il était venu pour voir, pour comprendre. Il voulait savoir si ceux qu'il avait chassés autrefois avaient changé. Il voulait tester leur cœur. Chaque regard méprisant, chaque parole cruelle, il les notait dans sa tête. Il ne dormit presque pas cette nuit-là, mais il resta calme. Il savait que son plan suivait son cours. Bientôt, il montrerait à tous qui il était vraiment. Mais pour l'instant, il acceptait l'humiliation, le froid de la cour, et le silence de la nuit. Moussa avait 17 ans quand sa famille l'avait chassé. À Abidjan, il était le garçon discret, celui qu'on remarquait à peine. Ses parents se disputaient souvent, et sa mère, épuisée, le blâmait pour tout. « Mais tu ne sers à rien », criait-elle. Ses tantes et cousins se moquaient de lui, disant qu'il n'irait jamais loin. Un jour, après une dispute violente, sa mère lui ordonna de partir. « Va-t'en, on ne veut plus de toi », lança-t-elle. Le cœur brisé, Moussa quitta la maison avec rien d'autre qu'un vieux t-shirt et un short déchiré. Il n'avait ni argent, ni plan, ni espoir. Les premiers jours furent un cauchemar. Il dormit sous les ponts d'Abidjan, cherchant de quoi manger dans les poubelles. La pluie trempait ses vêtements, et la faim lui tordait l'estomac. Mais Moussa refusait de baisser les bras. Il marcha jusqu'à Bouaké, à des kilomètres de chez lui. Là-bas, un garagiste accepta de l'embaucher comme apprenti. Moussa nettoyait les outils, balayait le sol, apprenait en silence. Il dormait dans un coin du garage, sur un carton. Chaque jour, il observait les mécaniciens, mémorisant leurs gestes. Il posait des questions, apprenait vite. Son patron, un homme bourru mais juste, remarqua son sérieux. « Toi, tu as du potentiel », lui dit-il un jour.
Un après-midi, un client français entra dans le garage. C'était un homme d'affaires, propriétaire de plusieurs concessions automobiles en Europe. Il remarqua Moussa, qui réparait un moteur avec une précision rare pour son âge. Impressionné, il lui demanda son histoire. Moussa raconta tout, son rejet, sa fuite, son combat pour survivre. L'homme, touché par son courage, lui fit une proposition inattendue, « Viens avec moi en Europe. Je t'offrirai un avenir si tu travailles dur. » Moussa, hésitant mais déterminé, accepta. Il n'avait rien à perdre. En Europe, tout était nouveau, le froid, les grandes villes, la langue. Moussa travailla comme ouvrier dans l'entreprise de l'homme d'affaires. Il apprenait vite, malgré les longues heures et les nuits courtes. Il s'inscrivit à des cours du soir, étudiant l'ingénierie automobile. Il passait ses journées entre les garages et les salles de classe. Les années passèrent, et Moussa gravit les échelons. Il économisa chaque centime, refusant de dépenser pour lui-même. Un jour, il lança sa propre entreprise de pièces automobiles. Son sérieux et son talent attirèrent des clients. Bientôt, son entreprise devint une référence. Il ouvrit des garages, puis des hôtels. En 10 ans, Moussa devint milliardaire, propriétaire d'un empire qu'il avait bâti de ses mains. Mais il n'oublia jamais d'où il venait. Les nuits sous les ponts, la faim, les insultes de sa famille restaient gravées dans son cœur. Il se souvenait de chaque mot cruel, de chaque regard méprisant. Ces souvenirs le poussaient à travailler plus dur, à prouver qu'il valait mieux que ce qu'on pensait de lui. Pourtant, une question le hantait, sa famille avait-elle changé? Était-il capable de l'aimer sans savoir qu'il avait réussi? C'est pour répondre à cette question qu'il décida de revenir à Abidjan. Pas en héros, mais en inconnu. Il voulait voir leur vraie couleur, tester leur humanité. Ce passé douloureux, il le portait comme une armure. Il était prêt à affronter. Moussa, milliardaire à 35 ans, vivait dans un monde de luxe. Ses hôtels brillaient dans les grandes capitales, ses garages fournissaient des voitures de course, et ses comptes bancaires débordaient. Pourtant, son cœur restait à Abidjan, là où tout avait commencé. Il n'avait jamais oublié les insultes, le rejet, l'humiliation. Pendant 18 ans, il avait construit sa fortune, mais une question le rongeait, sa famille regretterait-elle son attitude si elle le voyait aujourd'hui? Avait-il changé? Pour le savoir, il mit au point un plan audacieux, revenir incognito, déguisé en vagabond, pour tester leur cœur. Il prépara tout avec soin. Il rangea ses costumes italiens et ses montres de luxe. À la place, il enfila un vieux t-shirt déchiré, un pantalon troué et des sandales usées. Il emprunta un sac à dos élimé et un téléphone bas de gamme, cassé à l'écran. Pour compléter son déguisement, il se laissa pousser la barbe et évita de se laver pendant quelques jours. Il voulait ressembler à un homme sans rien, un mendiant que personne ne respecterait. Mais Moussa ne s'arrêta pas là. Il cacha une petite caméra dans son sac, un appareil discret qui filmerait chaque moment, chaque parole, chaque regard. Il voulait des preuves, pas seulement des souvenirs. Cette caméra serait son témoin silencieux. Il prit un vol pour Abidjan, mais au lieu de descendre dans un hôtel 5 étoiles, il choisit un bus local, bondé et poussiéreux. Assis entre des sacs de marchandises, il observait les visages autour de lui. Personne ne pouvait imaginer que cet homme sale, aux vêtements déchirés, était l'un des plus riches d'Afrique. Arrivé à Abidjan, il marcha jusqu'à son ancien quartier. Les odeurs de cuisine, les cris des enfants, les klaxons des taxis, tout lui rappelait son enfance. Mais il n'était pas là pour les souvenirs. Il était là pour la vérité. En approchant de la maison familiale, son cœur battait fort. Il se demandait comment sa mère réagirait. L'embrasserait-elle? Ses tantes, qui l'avaient chassé, auraient-elles honte? Ses cousins, qui riaient de lui tendraient-ils la main? Moussa voulait croire qu'ils avaient changé, que le temps avait adouci leur cœur. Mais il était prêt à affronter le pire. Son plan était clair, rester quelques jours, observer, écouter. Il ne dirait rien de sa richesse, rien de sa vie. Il jouerait le rôle du pauvre Moussa, celui qu'ils avaient toujours méprisé. Il avait aussi un autre objectif. S'il trouvait une seule personne, une seule, qui lui montrerait de la bonté sans rien attendre en retour, il la récompenserait. Moussa croyait en la justice. Il savait que la vraie richesse n'était pas dans l'argent, mais dans le cœur. S'il découvrait quelqu'un de pur, il changerait sa vie. Sinon, il partirait sans un mot, laissant sa famille face à ses propres erreurs.
En marchant vers la maison, il ajusta son sac, vérifia sa caméra, et prit une grande inspiration. Le test commençait maintenant. Chaque pas le rapprochait de la vérité, et il était prêt à voir ce que sa famille lui réservait. Ce plan, il l'avait imaginé pendant des années. Aujourd'hui, il allait enfin savoir. Moussa s'attendait à un accueil froid, mais ce qu'il vécut dépassa ses pires craintes. Dès qu'il entra dans la cour familiale, les regards se tournèrent vers lui, pleins de dédain. Sa tante, assise sous un manguier, ricana bruyamment. « Mais tu pues la misère, Moussa. Tu viens salir notre maison, lança-t-elle. » Ses cousins, qui jouaient aux cartes, éclatèrent de rire. « Regarde ses vêtements. On dirait un mendiant du marché, » cria l'un d'eux. Moussa baissa la tête, serrant son sac à dos. Il ne répondit pas. Il voulait voir jusqu'où irait leur mépris. Sa mère, qui sortait de la cuisine, s'arrêta net en le voyant. « Tu es une honte, Moussa. Pourquoi es-tu revenu ?» dit-elle, les bras croisés. Ces mots lui transpercèrent le cœur. Il espérait un regard, un geste, un peu de chaleur. Rien. On lui fit comprendre qu'il était une gêne. Personne ne lui proposa à manger, pas même un verre d'eau. Quand il demanda s'il pouvait se reposer, sa tante répondit « Tu crois qu'on a des lits pour les gens comme toi ?» On lui tendit un vieux carton, jeté dans un coin de la cour. « Dors là » dit son cousin, en riant. La première nuit fut dure. La pluie tombait, trempant le carton où Moussa s'était allongé. Il se recroquevilla, essayant de se protéger. Les voisins passaient, curieux, mais aucun ne s'approcha. Dans la maison, il entendait les rires, les conversations animées, l'odeur du poisson frit. Personne ne l'invita à partager le repas. Le lendemain, rien ne changea. On l'ignorait, sauf pour lui lancer des piques. « Tu cherches quoi ici ? Va mendier ailleurs » cria un cousin. Une tante ajouta « Tu n'as jamais rien valu. Tu crois qu'on va t'entretenir ?» Moussa restait silencieux, notant chaque mot dans sa tête. Sa caméra, cachée dans son sac, enregistrait tout. Le troisième jour, il était épuisé. La faim le tenaillait, et ses vêtements mouillés sentaient mauvais. Il demanda à sa mère s'il pouvait se laver. Elle soupira « Fais vite, et ne touche pas nos affaires. » Il se lava avec un seau d'eau froide, derrière la maison, sous les regards moqueurs des cousins. « Il croit qu'un bain va le rendre respectable » plaisanta l'un d'eux. Moussa supportait tout sans un mot. Il savait pourquoi il était là. Chaque insulte, chaque regard méprisant confirmait ce qu'il craignait, sa famille n'avait pas changé. Il le jugeait sur son apparence, sans chercher à savoir qui il était vraiment. Cette humiliation, il l'avait anticipée, mais elle faisait mal. Il se souvenait des jours où, enfant, il était déjà le bouc émissaire. Rien n'avait évolué. Pourtant, Moussa ne montrait pas sa douleur. Il gardait son calme, jouant son rôle de pauvre air. Il observait, attendait. Il voulait voir si quelqu'un, dans cette maison, aurait un geste d'humanité. Pour l'instant, il n'y avait que du mépris. Mais il ne perdait pas espoir. Il savait que parfois, une lumière brille dans l'obscurité. Il suffisait d'une personne, une seule, pour lui redonner foi en sa famille. En attendant, il endurait, prêt à révéler la vérité au moment venu. Au milieu de l'humiliation, une lueur d'espoir apparut, Fatou. C'était une jeune fille d'accent grave peine 20 ans, orpheline, recueillie par la famille de Moussa. Mais elle n'était pas traitée comme une fille, plutôt comme une servante. Elle passait ses journées à laver, cuisiner, nettoyer, sans jamais un merci. Les tantes lui criaient dessus, les cousins l'ignoraient. Pourtant, Fatou gardait un sourire doux et une patience infinie. Elle ne se plaignait jamais, même quand on lui donnait les tâches les plus dures. Le deuxième jour du retour de Moussa, alors qu'il était assis sur son carton dans la cour, affamé et trempé par la pluie, Fatou s'approcha timidement. Elle tenait un bol de riz, un peu sec, qu'elle avait gardé de son propre repas. « Tiens, mange ça » dit-elle doucement, en posant le bol à côté de lui. Moussa, surpris, leva les yeux. Personne ne lui avait offert quoi que ce soit depuis son arrivée. « Merci » murmura-t-il, la gorge nouée. Fatou sourit et ajouta « Je n'ai pas grand-chose, mais je partage ce que j'ai. » Elle lui tendit aussi un pagne propre, plié avec soin. « Tu peux dormir dans le coin de la cuisine ce soir. Il pleut trop dehors. » « Je ne te jugerai pas, dit-elle. »
Ce geste toucha Moussa profondément. Il mangea le riz lentement, savourant chaque grain. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de la bonté, pure et simple. Fatou ne savait rien de lui. Elle le voyait comme un vagabond, un homme rejeté par tous. Pourtant, elle lui avait donné ce qu'elle avait, sans attendre quoi que ce soit en retour. Moussa sentit une larme couler, qu'il cacha en baissant la tête. Il n'avait pas pleuré depuis des années, mais ce moment le bouleversa. Le lendemain, il observa Fatou. Elle se levait à l'aube, balayait la cour, préparait le petit déjeuner pour toute la famille. Quand une tante renversait de l'eau exprès, elle nettoyait sans un mot. Quand un cousin lui parlait mal, elle répondait avec respect. Moussa voyait en elle une force rare, celle des gens qui donnent sans calculer. Il se demanda comment une fille si jeune, si maltraitée, pouvait avoir un cœur aussi grand. Il comprit qu'elle était différente, un éclat de lumière dans cette maison sombre. Fatou ne parlait pas beaucoup, mais chaque fois qu'elle croisait Moussa, elle lui adressait un petit sourire. Un soir, elle lui apporta un peu d'eau chaude pour se laver. « Tu dois être fatigué », dit-elle simplement. Ces mots, si simples, étaient les premiers à lui montrer de l'humanité. Moussa savait qu'il n'oublierait jamais Fatou. Elle était la preuve que même dans les endroits les plus durs, il y avait des âmes pures. Il décida, à ce moment-là, que si son plan fonctionnait, il ferait quelque chose pour elle. Elle méritait mieux que cette vie de servitude. Elle méritait un avenir. En la regardant s'éloigner, il sentit une chaleur dans son cœur. Fatou, sans le savoir, venait de changer tout le sens de son retour. Elle était sa raison de croire encore en l'humanité. Le 4e jour, le quartier s'agita soudain. Un cortège de voitures de luxe, des berlines noires rutilantes, s'arrêta devant la maison familiale. Les voisins sortirent, curieux, les enfants crièrent d'excitation. Les tantes et cousins de Moussa se précipitèrent dans la cour, intrigués. Qui pouvait bien arriver dans des voitures pareilles? Puis, la portière d'une Mercedes s'ouvrit, et Moussa en descendit. Il portait un costume italien impeccablement taillé, des chaussures brillantes, et une montre en or scintillant au poignet. Derrière lui, 2 gardes du corps en costume sombre se tenaient, imposants. La foule resta bouche bée. Moussa avança calmement vers la maison. Sa mère, ses tantes, ses cousins, tous le regardaient, figés. Personne ne comprenait. Était-ce vraiment lui? Le mendiant qu'ils avaient insulté? Moussa s'arrêta au centre de la cour et parla d'une voix claire, « Je suis revenu pour voir vos cœurs. Pas vos maisons. Pas vos paroles. Aujourd'hui, je suis l'homme que vous avez rejeté. Le mendiant que vous avez chassé, est votre bienfaiteur caché. » Il sortit une tablette de son sac et lança une vidéo. C'était un montage des images filmées par sa caméra cachée, les insultes de sa tante, les rires de ses cousins, les mots durs de sa mère. Chaque scène montrait leur mépris, leur froideur. La foule murmura, gênée. Sa mère baissa les yeux, incapable de parler. Une tante essaya de balbutier une excuse, « Moussa, on ne savait pas. » Mais il leva la main pour l'arrêter. « Vous ne saviez pas qui j'étais, mais vous saviez que j'étais un homme. Un homme affamé, fatigué, rejeté. Et vous m'avez traité comme un chien. » Ces mots résonnèrent dans la cour. Les voisins, qui avaient ri de lui, détournaient maintenant le regard. Ses cousins, si arrogants avant, restaient silencieux. Moussa poursuivit, « J'ai bâti une fortune loin d'ici. J'ai des hôtels, des entreprises, des voitures. Mais je voulais savoir si vous aviez changé. Vous ne m'avez pas déçu, vous m'avez montré votre vraie nature. » Il se tourna vers la foule. « Pendant 18 ans, j'ai pensé à vous. J'ai rêvé de revenir, de vous aider. Mais vous m'avez jugé sur mes vêtements, pas sur mon cœur. » Puis, il chercha Fatou des yeux. Elle était là, discrète, au fond de la cour, surprise par la scène. Moussa lui fit signe d'avancer. « Toi, Fatou, tu es la seule qui m'a vu comme un humain. Tu m'as donné à manger, un pagne, un coin pour dormir. Tu n'avais rien, mais tu m'as tout donné. » Les larmes montèrent aux yeux de Fatou, qui ne comprenait pas encore. Moussa ajouta, « Aujourd'hui, je vais te rendre ce que tu mérites. » Il se tourna à nouveau vers sa famille. « Vous aurez ce que vous avez semé.
Rien. Puis, il monta dans sa voiture, suivi de Fatou, sous les regards stupéfaits. Les voisins chuchotaient, les tantes pleuraient, les cousins baissaient la tête. La vérité était là, brutale, ils avaient rejeté un milliardaire, leur propre sang, à cause de leur orgueil. Moussa partit sans un regard en arrière, mais son message résonna longtemps. Il avait révélé non seulement sa richesse, mais la pauvreté des cœurs de ceux qui l'avaient humilié. Après la révélation de Moussa, un silence lourd s'abattit sur la cour. Sa tante, celle qui l'avait insulté en premier, s'effondra sur une chaise, les mains sur le visage. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» murmura-t-elle, tremblante. Ses cousins, si moqueurs avant, restaient figés. L'un d'eux, le plus arrogant, éclata en sanglots. « Moussa, on ne savait pas » balbutia-t-il, mais ses mots sonnaient creux. Sa mère, qui l'avait traité de honte, s'avança, les yeux pleins de larmes. Elle voulut se jeter à ses pieds, implorer son pardon. « Moussa, mon fils, pardonne-moi » cria-t-elle. Mais Moussa leva la main, calme mais ferme. « Non. Ce n'est pas le moment. » Il les regarda, un à un. « Ce n'est pas la pauvreté qui salit, c'est le mépris des pauvres, dit-il. » Sa voix était posée, mais chaque mot pesait comme une pierre. « Vous m'avez jugé sur mes habits, sur mon apparence. Vous n'avez pas pris une seconde pour me parler, pour me demander ce que j'avais vécu. Vous avez choisi de m'humilier. » Sa mère sanglotait, incapable de répondre. Les voisins, qui avaient assisté à la scène, baissaient la tête, gênés. Certains avaient ri de Moussa, l'avaient traité de mendiant. Maintenant, ils comprenaient leur erreur. Moussa continua, « Quand j'avais 17 ans, vous m'avez chassé. Vous m'avez dit que je ne valais rien. J'ai dormi sous les ponts, j'ai eu faim, j'ai eu froid. Mais je me suis battu. J'ai construit ma vie, pas pour vous impressionner, mais pour prouver que je valais mieux que vos jugements. » Il marqua une pause, regardant sa tante, qui pleurait en silence. « Aujourd'hui, je suis revenu pour voir si vos cœurs avaient changé. » Ils sont restés les mêmes. Les cousins, honteux, tentaient de s'excuser. « On plaisantait, Moussa. » « On ne pensait pas à mal, dit l'un d'eux. Mais Moussa secoua la tête. « Vos plaisanteries étaient des couteaux. Chaque mot, chaque rire, chaque regard m'a blessé. Vous ne m'avez pas donné un verre d'eau, pas une place à votre table. Vous m'avez laissé dormir sous la pluie. » Les mots de Moussa étaient durs, mais vrais. La famille entière ressentait le poids de ses erreurs. Puis, Moussa se tourna vers Fatou, qui se tenait à l'écart, intimidé. « Mais toi, Fatou, tu m'as montré ce qu'est la bonté. Tu n'avais rien, mais tu m'as donné tout ce que tu pouvais. Ton geste vaut plus que tout l'or du monde. » Il lui tendit la main. « Viens. Tu n'es plus une servante ici. Tu es ma sœur, ma famille. » Fatou, ému, fit un pas en avant, sous les regards envieux des autres. La famille resta silencieuse, écrasée par la honte. Ils avaient rejeté un homme qui aurait pu les sortir de leur vie modeste. Ils avaient ri d'un milliardaire, leur propre sang. Moussa monta dans sa voiture, suivi de Fatou. Il ne regarda pas en arrière. Les pleurs et les excuses ne pouvaient effacer des années de mépris. La leçon était claire, ils avaient perdu bien plus qu'un frère ou un neveu. Ils avaient perdu une chance de rédemption, une chance de montrer qu'ils valaient mieux. Le lendemain, Moussa emmena Fatou loin de la maison familiale. Une voiture de luxe les attendait, et Fatou, intimidée, monta à bord, encore sous le choc. Elle n'avait jamais vu une voiture aussi belle, avec des sièges en cuir et des vitres teintées. Moussa, vêtu d'un costume élégant, lui sourit. « Tu n'as plus à avoir peur, » lui dit-il. « À partir d'aujourd'hui, ta vie change. » Fatou, qui avait passé des années à servir les autres, ne savait pas quoi répondre. Elle baissa les yeux, émue. Moussa la présenta comme sa sœur d'honneur. « Tu es la seule qui m'a traité comme un humain quand j'étais au plus bas, » expliqua-t-il. Il l'emmena dans un grand bureau à Abidjan, où un banquier les attendait. Là, Moussa ouvrit un compte bancaire pour Fatou, avec une somme qu'elle n'aurait jamais imaginée. « C'est pour toi. Pour ton avenir, dit-il. » Fatou, les larmes aux yeux, murmura, «
Pourquoi moi? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Moussa répondit, tu m'as donné à manger, un pagne, un coin pour dormir. Tu m'as donné du respect. Ça, c'est extraordinaire. Il ne s'arrêta pas là. Moussa inscrivit Fatou dans une université privée, l'une des meilleures de la ville. Il choisit un programme en gestion, car il avait vu en elle une intelligence vive, malgré son manque d'éducation. Tu vas apprendre, grandir, devenir quelqu'un, lui dit-il. Fatou, qui n'avait jamais rêvé d'aller à l'école, sentit une chaleur dans son cœur. Pour la première fois, quelqu'un croyait en elle. Moussa lui offrit aussi un appartement, un petit nid lumineux au cœur d'Abidjan. C'est chez toi maintenant, dit-il en lui tendant les clés. Fatou pleura, incapable de trouver les mots. Quelques semaines plus tard, Moussa emmena Fatou à une conférence d'affaires. Il la présenta à des entrepreneurs, des investisseurs, des gens puissants. Voici Fatou, ma sœur d'honneur, disait-il fièrement. À chaque discours, il racontait son histoire, cette jeune femme m'a nourri quand j'avais faim, sans rien attendre en retour. Elle mérite tout aujourd'hui. Fatou, d'abord timide, commença à prendre confiance. Elle suivait ses cours, apprenait vite, et découvrait un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Moussa ne se contentait pas de lui donner de l'argent ou un logement. Il lui apprenait à se tenir droite, à parler fort, à croire en elle. « Tu es plus forte que tu ne le penses », lui répétait-il. Fatou, qui avait grandi dans l'ombre, commença à briller. Elle portait des vêtements neufs, marchait avec assurance, et ses yeux pétillaient d'espoir. Les voisins, qui l'avaient ignorée pendant des années, parlaient maintenant d'elle avec envie. Fatou, la servante, avec un appartement et une voiture, disait-il. Mais Fatou restait humble. Elle n'oubliait pas d'où elle venait. Moussa, en changeant la vie de Fatou, envoyait un message au monde, la bonté est récompensée, même quand elle vient des plus humbles. Fatou devint un symbole, une preuve qu'un geste simple peut transformer une vie. Elle travaillait dur à l'université, rêvant de créer sa propre entreprise un jour. Moussa, fier, savait qu'il avait fait le bon choix. Fatou était sa victoire, son rayon de soleil. Après son départ, Moussa ne revit jamais sa famille. Mais il ne les oublia pas. Au lieu de chercher vengeance, il décida de transformer leur maison, celle où il avait été humilié, en quelque chose de plus grand. Il acheta le terrain et le fit rénover. À la place de la vieille bâtisse, il construisit un centre d'aide pour les rejetés, les sans-abri, les orphelins. Il l'appela « la maison du cœur ». Chaque jour, des dizaines de personnes y trouvaient un repas, un lit, des vêtements. Moussa voulait que cet endroit soit un refuge pour ceux que le monde ignorait, comme lui autrefois. Il engagea des éducateurs, des médecins, des conseillers pour aider les visiteurs. Et ici, personne ne sera jugé sur son apparence, déclara-t-il lors de l'inauguration. Les voisins, qui avaient ri de lui, venaient maintenant voir ce lieu incroyable. Certains, honteux, baissaient les yeux en croisant les employés du centre. La famille de Moussa, elle, n'eut jamais accès à cet endroit. Moussa avait été clair, ils avaient eu leur chance, il l'avait gâchée. Il ne leur donna ni argent, ni pardon. Mais il ne les maudit pas non plus. Il les laissa vivre avec leurs regrets. L'histoire de Moussa se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux en parlèrent, les radios en discutèrent, et bientôt, tout le pays connaissait son parcours. Un soir, il fut invité à une émission télévisée nationale. Assis sous les projecteurs, il raconta son histoire, son rejet, sa lutte, sa réussite, et son retour incognito. Il parla de Fatou, de sa bonté, et du centre qu'il avait créé. Puis, il regarda la caméra et livra un message simple mais puissant, respectez les gens, même quand ils n'ont rien. Car un cœur bon vaut plus qu'un compte bancaire. Et un pauvre aujourd'hui peut être votre miracle demain. Ces mots touchèrent des millions de téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, les gens partageaient son histoire, l'appelant « l'homme au cœur d'or ». Des écoles commencèrent à enseigner sa leçon, ne jamais juger sur les apparences. Des parents racontaient son histoire à leurs enfants pour leur apprendre l'humilité. Moussa devint une inspiration, un symbole de résilience et de justice. Il montrait que la richesse véritable n'était pas dans l'argent, mais dans la manière dont on traite les autres.
Moussa continua sa vie, dirigeant ses entreprises et aidant ceux dans le besoin. Il finançait des bourses pour les jeunes défavorisés, construisait des écoles, soutenait des orphelinats. Mais il est resté discret, refusant la gloire. « Je ne fais pas ça pour être applaudi », disait-il. « Je fais ça pour ceux qui, comme moi, ont été rejetés. » Fatou, devenue une femme confiante, l'accompagnait souvent dans ses projets. Ensemble, ils incarnaient l'espoir, la preuve que la bonté peut changer le monde. La leçon de Moussa résonna longtemps. Les gens repensaient à leurs propres actions, à la manière dont ils traitaient les inconnus, les pauvres, les faibles. Il avait montré que la vraie force n'est pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la compassion. Son histoire devint une légende, un rappel que chaque personne, même la plus humble, peut cacher un trésor. Et que chaque geste, même le plus petit, peut écrire une nouvelle histoire. Abonnez-vous pour ne rater nos histoires.